Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Cet épisode vient clôturer la première saison. Et oui, déjà. Pour l'occasion, on vous propose de revenir ensemble sur le projet Réveillez-vous. On fait le bilan, on vous livre des infos tout droit venues des coulisses, on tire quelques conclusions des témoignages enregistrés, alors restez avec nous. Ouvrez les yeux juste, ouvrez un peu les yeux en fait. Des gogoles, peut-être des gogoles. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Mais réveillez-vous, tout est calculé. Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs. Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, mais il faut être borne de l'œil dominant pour pas le voir. Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. On a touché le fond. Hein. À un moment, je voulais plus la voir. J'avais plus de mère. C'est horrible de s'entendre dire qu'on veut du mal aux enfants, quoi. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller ? Quand on a pensé Réveillez-vous, l'idée c'était de créer un complément au contenu que faisait déjà Conspiracy Watch, mais aussi au podcast Complorama. Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Rechta, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Ce complément, il se voulait avec une approche plus individuelle, intime, et abordant les conséquences du complotisme dans la sphère privée. On a eu l'idée de faire ce format après avoir reçu de nombreux témoignages, envoyés spontanément à notre rédaction, de personnes touchées de près par le complotisme. Donc tout d'abord, je voudrais remercier encore une fois les personnes qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de se livrer à mon micro. Nous avons bien conscience que ce n'est pas toujours un exercice facile, et sans vous, ce podcast n'aurait pas pu exister. Ensuite, c'est à vous, auditeurs et auditrices, à qui je tiens à dire merci. Grâce à votre fidélité et à vos partages, le podcast a trouvé son public au cours de l'année. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous approchons les 63 000 écoutes et nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans les classements Apple Podcasts et Podmust. Et ça fait bien plaisir de voir que notre travail est apprécié. Vous avez aussi été nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages pour réagir au récit des épisodes. Nous disons qu'ils faisaient écho à vos histoires personnelles, qu'ils vous avaient aidé. On ne vous a pas tous répondu faute de temps, mais sachez que nous avons tout lu avec attention. Et ça aussi, c'était un de nos objectifs. Que ces témoignages vous parlent et puissent être un outil pour des personnes démunies vivant une situation similaire dans leur entourage. Mais aussi un soutien moral, pour ne pas se sentir seul dans ce genre de situation. Pour ma part, si je devais dresser un bilan personnel de cette saison, je dirais que les rencontres avec les différentes personnes qui ont témoigné ont été riches et touchantes. J'aime beaucoup travailler le témoignage en podcast pour livrer une partie d'intime qui devient finalement universelle, et ça a été le cas avec les différents témoignages de Réveillez-vous. Je suis toujours aussi touchée par la confiance qui m'est accordée. Bon, après, pour être tout à fait transparente, les récits qui m'ont été confiés étaient assez durs, et ce n'est pas toujours facile de travailler cette matière, ni de se confronter à certaines réactions sur les réseaux sociaux. Mais alors, après 9 épisodes, des heures d'interview et la lecture de vos nombreux témoignages, quelles conclusions peut-on tirer de ce podcast ? Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent ? Qu'est-ce que les épisodes de Réveillez-vous nous disent de la croyance complotiste ? Déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que tomber dans le complotisme, ça peut arriver à tout le monde. Mais l'un des points communs qui relie les croyants complotistes, c'est la présence d'un terrain propice. Ça peut être un problème avec l'autorité ou l'immersion dans une pensée anti-système, comme pour les beaux-parents de David. En gros, moi, comme je le voyais, c'était vraiment très anti-Macron et anti-gouvernement, on va dire, voire anti-capitaliste, ce qui correspondait totalement à ses valeurs. Hein, c'était pas. Même si il me semble que le tout début de ce mouvement-là, c'était la taxe carbone, et on va dire que eux, ils étaient écolos dans l'âme, quoi, vraiment. Donc c'était un peu antinomique de. Pour moi, en fait, j'avais fait un peu remarquer, bon, ça n'a pas été relevé. Mais voilà un peu comment ça a commencé, je pense. Leur côté un peu anarchiste, un peu en dehors de système. Ma belle-mère, elle est prof de yoga. Mon beau-père, il est musicien. Donc, oui, c'est des gens, les politiques, voilà, c'est un peu tous pourris. Et puis, Pour d'autres, le premier contact avec l'univers complotiste s'opère dans les milieux New Age, où l'on pratique des méthodes de santé dites alternatives. C'est d'ailleurs l'une des grandes constantes des témoignages que nous avons reçus, à l'image de la sœur de Vincent ou du frère de Carole.
Donc en fait, c'est vraiment, pour moi, je vois ça comme un creuset, quoi. C'est très poreux parce qu'elle est rentrée par plusieurs voies, mais je dirais que la voie principale, c'était tout ce qui était médecine alternative, parce qu'elle s'intéressait à la naturopathie. Et puis, il a rencontré sa première épouse qui était aussi très branchée religion. Donc à tous les deux, c'était quelque chose. Accouchement à la maison, enfants pas vaccinés. Ils étaient déjà très anti-médecine. Tout était des médecines douces, l'homéopathie. Déjà, c'était ça. Ensuite, un élément qui est revenu dans la quasi-totalité des récits, c'est le point de bascule qu'a été le Covid. C'est quelque chose dont on avait déjà un peu conscience, mais qui s'est confirmé à travers cette poignée de témoignages. Voici ce que nous racontait par exemple Stéphanie à propos de sa mère. Je pense qu'elle s'est enfermée là-dedans au moment du premier confinement. Et c'était malheureusement un moment où j'ai pas pu être présente. Bon, déjà physiquement, c'était pas possible. Et aussi, j'étais pas forcément disponible pour l'entendre et pour me rendre compte de ce qui se passait, parce qu'à ce moment-là, j'étais enceinte. Une fois ce point de bascule passé, c'est souvent une mécanique de l'engrenage qui se met en place. D'une défiance vis-à-vis des vaccins, on passe au déni du réchauffement climatique, puis aux théories sur les chemtrails, la guerre en Ukraine, etc. Comme chez l'ami d'Isabelle. À partir de là, il est entré dans l'idée d'un grand complot mondial. Et ensuite, tout s'est amplifié, que ce soit avec les masques, qui ont été vécus comme une muselière, comme un outil d'asservissement pour nous empêcher de nous exprimer, etc. Et puis ensuite, donc, est arrivé très vite le vaccin. Beaucoup d'autres théories sont venues nourrir cette idée selon laquelle une élite gouvernerait le monde à nos dépens et essaierait de tuer un peu tout le monde, mais pas vraiment. Et voilà, là ça a été un fourre-tout de théories. Ou encore, l'ex-mari de Valérie. Et plus je l'écoute, plus je tire, et plus il me dit des trucs perchés, du genre il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de planète, des trucs de dingue. Je crois que pendant 1 an, il a défait toutes ses fondations, toute sa structure, sa personnalité, en pensant qu'il s'est réparé, en pensant qu'il avait plein de pouvoirs, il a découvert un autre truc. Et enfin, vient le point de rupture. Chez Valérie, justement, ce fut la rupture de son couple. Son mari l'a quittée lorsqu'il a appris qu'elle s'était faite vacciner, mais ils n'ont pas coupé les ponts pour autant. Et là, ça sort tout seul. Je dis, mais moi, je suis déjà vaccinée. Et là, il y a un grand moment de silence. Il me regarde, il me fait, mais... Il est déstabilisé. Et il me dit, mais là, je sais... Mais tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je ne sais pas ce que tu as. Tu as la malaria. Et il me sort des noms. La malaria, le sida, enfin, tout ce que j'ai... Et le petit est pas loin, donc il entend toute la discussion. Et du coup, je lui fais, mais j'ai juste fait, là je prends mes arguments, c'est quelque chose que j'ai fait toute seule, il n'y a pas de souci, tu veux pas te faire vacciner, il n'y a aucun... Voilà, c'est ma démarche personnelle, et il continue dans un délire de je sais pas ce qu'il y a dans ton corps. Et là, je lui dis, écoute, reste pas là. Non, je vais pas rester, je pars. Pour d'autres, comme Manon, la rupture est bien nette. C'est pour se protéger qu'elle dit avoir rompu le contact avec sa tante. J'ai pris la décision de couper réellement les ponts, aussi pour me protéger moi, parce que je savais que je pourrais plus avoir de discussion sur tout et n'importe quoi avec elle, avec ce que je savais. Et où je savais que si jamais on discutait, qu'on se voyait, j'allais devoir me restreindre dans ma façon de parler, de faire très attention à ce que j'allais dire pour surtout pas lancer un sujet qu'il faut pas. Et du coup, parce que c'était plus simple, c'était, j'avoue, pour mon bien-être moral, psychique, de me dire je veux pas avoir cette charge-là. Pour enregistrer tous ces épisodes, je suis partie à la rencontre de 7 personnes qui nous avaient contactés pour témoigner, toutes touchées de près par le complotisme. Ces échanges ont été très enrichissants et nous ont permis de comprendre et de tenter de mesurer l'impact de ce phénomène dans certaines trajectoires de vie. Au fil des récits, nous en sommes toujours venus à discuter du moment de la prise de conscience, de la découverte de ce qu'était le complotisme, à quel type de théorie adhéraient leurs proches. Et dans ce cas-là, la manière de réagir n'est pas toujours la même, mais le sentiment de désarroi est presque systématiquement présent, tout comme la question de l'emprise sectaire. Je raccroche
Et là, je dis, mais j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'autre au téléphone. Et là, je tape sur mon ordi, quoi. Je cherche, et je tombe sur QAnon. Là, je me revois là toute seule dans mon lit, comme si c'est comme une scène de cinéma où je m'imaginais la caméra, vous êtes dans votre lit, là, espèce de truc, vous tombez, quoi. Et là, je me dis, mais je comprends. En fait, je comprends tout. Tout d'un coup, je comprends tout. Je me dis, mais il est sous emprise. Il est sous emprise sectaire. Et donc là, je cherche, et je me sens un peu dépourvue parce que je trouve pas tant de choses que ça. Je suis pas habituée à chercher sur Internet comme ça. Voilà ce que nous racontait Valérie. Et pour Vincent, les prises de conscience ont été sidérantes. Aussi bien pour ma sœur que pour mon ex-amie, j'ai eu des chocs, en fait. Donc il y a eu un moment de sidération aussi bien pour l'une que pour l'autre, en fait. Donc pour ma sœur, ça a été le moment de sidération, ça a été le fait qu'elle supporte Dieudonné. Ça a été un mouvement de sidération. Ou même Trump. Et pour mon ex-amie, le moment de sidération, ça a été le fait qu'elle soit contre, qu'elle nie le changement climatique. Elle disait que voilà, il y a d'autres façons de penser les choses, qu'il y a eu des glaciations avant, que voilà, que ceci, cela, que nous on n'est pas responsables. Donc il y a une façon de se déresponsabiliser, en fait. Mais alors, comment on se comporte face à ces découvertes ? Isabelle, par exemple, s'est improvisée fact-checkeuse. Donc j'étais dans l'incompréhension la plus totale et j'essayais de lui faire entendre raison. Bon, c'est là que je pense que j'ai fait erreur parce que j'aurais dû peut-être rentrer un peu dans son jeu ou faire les choses autrement. Moi, je me suis confrontée en fait à lui. Il m'envoyait un article complètement débile que je jugeais complètement fou avec des théories absurdes. Je lui en renvoyais un qui démontait les théories ou alors je lui renvoyais des preuves. Je me souviens très bien sur cette histoire de l'étouffement des enfants et du masque qui empêchait de respirer. J'avais trouvé des données très claires, factuelles, des données scientifiques qui prouvaient que non, on n'allait pas étouffer sous nos masques. Et en fait, la violence était renouvelée. En fait, à chaque fois, c'était pire. Plus je m'opposais à lui, et pire c'était, vraiment. Et puis, de fil en aiguille, j'ai compris que le dialogue donc n'était plus possible. Il est très difficile de faire sortir des proches de ce type de schéma de pensée. Malgré les différentes méthodes que nos interviewés ont tentées, confrontation, vérification scientifique, être à l'écoute, ne pas relever leurs propos, rompre le lien, aucune, ou presque, n'a porté ses fruits. Mais parfois, il y a des revirements. Stéphanie, par exemple, nous raconte avoir vu sa mère revenir vers elle et leur relation s'améliorer après 1 mois et demi de silence radio. Et en gros, sur le coup, à chaque fois qu'elle reprenait contact avec moi, on parlait de choses et d'autres, etc. Au début, c'était très très compliqué pour moi de vraiment parler de la pluie, du beau temps, de la météo, de surtout faire attention à ne pas parler c'est encore du quotidien en fait, parce que je sais plus, je crois qu'il n'y avait plus le pass sanitaire, etc. Mais c'était encore des choses du quotidien, donc vraiment de absolument parler de rien, même qui mentionne la politique, parce que c'est Macron. Et donc, du coup, au début, je faisais attention, et puis je me suis pas rendu compte, mais au fur et à mesure des semaines, des mois, je me suis aperçue que la discussion, elle était beaucoup plus fluide, beaucoup plus... que je pensais plus à faire attention, à pas parler de ça, etc. Et en fait, c'est assez récent que j'ai mis le doigt dessus, mais en fait, ma mère, elle parle plus du tout de complotisme, et c'est pour ça que notre relation, elle va mieux. Pour beaucoup de personnes interrogées, un sentiment de solitude, voire d'abandon, s'est progressivement mis en place. Plusieurs d'entre eux nous ont dit n'avoir personne à qui parler, et c'est d'ailleurs souvent ce qui les a motivés à témoigner dans Réveillez-vous, pour que d'autres se sentent moins seuls. C'était notamment le cas de Carole, mais aussi de Stéphanie. Moi, j'avoue que ça m'a vraiment bouffé, quoi. Mais vraiment bouffé. Hein. Ça m'a vraiment perturbée. Il y avait je pensais plus qu'à ça. J'en dormais plus. Je comprenais pas. Je me dis, mais comment c'est possible d'arriver à avaler autant de bêtises, d'âneries, Et en fait, à qui en parler ? Parce que les gens qui sont pas confrontés à ce genre de choses, ils se rendent pas compte. Ils peuvent pas se rendre compte. C'est pas possible tant qu'on n'est pas confronté à ça. Alors mon conjoint en a eu marre de m'entendre parler de ma mère. Mais t'as qu'à lui dire que c'est bon, on n'en parle plus, et puis voilà, mais j'essaye. Non, ça a été très difficile parce que moi j'étais au 36e dessous.
quand je revenais, et il y a eu des engueulades avec mon conjoint justement à cause de ça, parce qu'il en avait marre de me récupérer comme ça et tout. J'en ai parlé à des collègues, mais c'est vrai qu'en fait, quand on n'a pas de proches complotistes, on s'en rend pas compte d'à quel point on débarque dans un autre monde, quoi. Donc j'avais du mal à en parler à d'autres personnes que voilà, mon amie, une autre amie. Sinon, j'en ai pas trop parlé autour de moi, parce que c'était... au pire, je pouvais dire ça va pas trop avec ma mère, mais c'est tout, quoi. À force de recherches, parfois laborieuses et infructueuses au début, une bonne partie des personnes nous ayant livré leurs témoignages se sont intéressées de près au sujet et le suivent de manière très assidue depuis. C'est le cas notamment de Valérie. Et donc ça fait très très peur. Moi aujourd'hui j'ai vraiment très très peur parce que je me suis donc du coup par son intermédiaire passionnée de politique américaine. Par l'intermédiaire de mon mari, je me retrouvais pris dans un truc qui dépasse notre sphère familiale, quoi, qui est à un moment donné une dynamique de société en cours. Comme si j'appartenais à un truc en cours et qu'il fallait que je le décode. C'est bizarre comme impression. Parmi les inquiétudes que nous avons rencontrées dans les témoignages, celle de la question du soin nous a marqués parce qu'elle a été très récurrente. Écoutez Manon. Je pense qu'aujourd'hui, ma tante se soigne uniquement avec des homéopathes, de la naturopathie ou peu importe, tout sauf la médecine. Donc même si je suis très en colère contre elle, parce que ça, je ne vais pas le cacher, je suis très en colère contre elle, je suis aussi très inquiet. Parce que je sais que s'il lui arrive quelque chose, si elle a une maladie, elle ne se soignera pas correctement. Ou Carole, à propos de son frère. Même maintenant, je suis sûre que s'il avait une maladie grave, je suis sûre qu'il refuserait la médecine traditionnelle, ça c'est sûr. Ou encore David, qui nous parle de ses beaux-parents. Et puis ils sont vieillissants, notamment mon beau-père. Et ce qui est aussi encore plus, je pense, grave et inquiétant, c'est qu'il en est à un point où s'il tombe malade de quoi que ce soit, il refusera totalement de se soigner, quoi. Ouais, c'est triste, quoi. C'est vraiment... En fait, j'ai pas beaucoup d'autres mots. En fait, le résumé de tout ça, c'est que c'est vraiment triste, quoi. C'est... Parce qu'en plus, on est dans un engrenage, on est impuissant, on sait pas... On essaie de faire au mieux. Je pense que c'est la bonne façon de faire, de continuer à entretenir un lien, de prendre sur soi et de dire, c'est reste des personnes qu'on adore, quoi, qu'on aime. Il est peut-être temps de vous annoncer la suite. Oui, il y aura bien une saison 2 de Réveillez-vous. L'idée reste la même, vous livrez des témoignages de personnes ayant subi le complotisme de près. Mais nous allons un peu changer la formule. Ma voix ne sera plus la seule à vous guider au cœur des récits, et les témoignages seront quelque peu différents. Mais je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça très bientôt. Si vous avez des envies, des histoires en particulier que vous voudriez entendre, des personnes en tête, nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous en faire part. Vous pouvez également nous faire un don sur notre page Ulule pour soutenir financièrement la suite du podcast. Encore merci pour votre écoute jusqu'à maintenant, votre soutien et votre confiance pendant cette première saison. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Perrine Bontemps, préparé avec l'aide de Victor Motin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour continuer à le faire connaître. Place maintenant à la saison 2.